Bien, mesdames et messieurs, chers amis, nous avons le très grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Axel Kahn dans le cadre physique et organisationnel du Centre de génomique fonctionnelle de Bordeaux. Alors, moi, je suis très heureux à différents égards. D'abord, je vais commencer par Axel Kahn, parce que Axel Kahn, moi, je ne le connaissais pas très bien il y a quelques années. Nous avons été élus à quelques mois d'intervalle, lui à la tête de Paris 5, Paris Descartes, et c'était en décembre 2007, je pense. Et donc nous avons fait connaissance au fil des réunions de la CPU. Alors évidemment, je connaissais le scientifique, l'homme public, l'écrivain aussi un peu. Et c'est quelqu'un avec qui nous avons noué des liens d'amitié et d'amitié sincère. Et je crois que c'était le cas de beaucoup de présidents d'université. Il a présidé la commission recherche pendant la plus grande partie de son mandat, ouais, c'est ce que j'allais dire. Et ici, je crois qu'Alain Boudou peut en témoigner. Ça a été une période assez extraordinaire de pouvoir mener cette réflexion autour de la recherche sous ta gouverne. Mais aussi, ce sont des liens plus personnels qui se sont tissés. Et donc, je le remercie très sincèrement de nous avoir fait l'amitié de venir ici. Au-delà de l'invité prestigieux, et je vois que la salle se remplit et que les étudiants seront ravis ensuite de pouvoir assister par vidéo à ta conférence. Je suis très heureux que ceci se fasse dans le centre de génomique fonctionnelle parce que vous avez intitulé, je crois que cette réunion, c'est la biologie autrement, c'est ça, c'est toi Dominique? Et je pense que c'est une belle illustration, d'abord vis-à-vis de notre invité qui va nous parler des gènes et des hommes, mais effectivement qui voit, je pense, la biologie autrement, mais également la place qu'a pris le centre de génomique fonctionnelle, qui voit ici se rejoindre différentes populations de chercheurs, d'étudiants, et puis qui est devenu un endroit un petit peu stratégique qui illustre bien la marche de notre université. Et dans les 3-4 années qui viennent de s'écouler, je crois que l'université est vraiment en marche. Alors on pourra critiquer la façon, les objectifs, mais je crois que l'université est en train de se mobiliser et elle est en train de changer. Et je pense qu'ici, on est sur un campus qui en est la parfaite illustration. Voilà. Je ne veux pas être beaucoup plus long. Je voulais vous remercier tous et remercier encore une fois Axel de donner cette conférence si attendue. Axel. Merci beaucoup, Président Emmanuel Tunand-Delara, cher Alain Boudou, Président Alain Boudou. Chers amis, tout d'abord, je ne suis pas vraiment à l'étranger, quittant Paris et venant à Bordeaux. J'ai plusieurs deuxièmes patries, mais Bordeaux est l'une d'entre elles, il n'y a pas de doute. Mon frère a été professeur à Paris 1, il a dirigé un laboratoire ici. Ma belle-sœur continue d'y vivre. J'y ai passé mes vacances de jeune garçon entre l'âge de 7 ans et l'âge de 14 ans, le Médoc, le bassin d'Arcachon. Je suis venu pour de multiples raisons, pas simplement l'amour du vin et des Landes, mais également pour la chaleur humaine de cette région. Je la connais très bien, je connais très bien la ville. Je suis devenu amoureux de la ville après qu'elle a reconquis les quais de Garonne. Je me rappelle jadis à Bordeaux, il y a 50 ans de cela, 55 ans de cela, on était à Bordeaux, il y avait des grands docks et on ne voyait pas le fleuve pratiquement. C'était un endroit malfamé et quand on voit aujourd'hui ce que sont devenus ces quais de Garonne, l'extraordinaire magnificence de la chambre de commerce, de la bourse, qui est un des très beaux lieux XVIIIe siècle en France, il y a de quoi tomber amoureux de Bordeaux. Et puis aussi, puisque je connais Bordeaux depuis que je suis jeune garçon, j'ai vu un phénomène
d'un autre ordre qui dépend plus de vous. C'est que je le rappelais tout à l'heure à notre ami Rollin, il y a 40 ans de cela, il n'y a pas de doute que dans le sud-ouest, il y avait la grande ville universitaire qui était Toulouse, et une ville qui, en ce domaine comme en d'autres, était tout de même, à part en parasitologie et en neurosciences, une belle endormie. Ou du moins, elle était un peu en arrière. Et je dois dire que le rétablissement et les nouveaux équilibres qui se sont créés montrent que le dynamisme esthétique, urbanistique, industriel de Bordeaux a eu sa contrepartie dans le domaine des académies, dans le domaine de la recherche, dans le domaine des universités, si bien que le fait que vous ayez été parmi les premiers lauréats des initiatives d'excellence n'est que le témoignage de l'admiration que l'on peut ressentir devant ce dynamisme. Donc je rends hommage à tous ceux qui ont participé, pas simplement les présidents d'université, mais naturellement la totalité des enseignants-chercheurs, des chercheurs, des techniciens, etc. Voilà. Je vais vous parler de génétique en commençant par trouver avec vous ce qu'est l'origine d'une curieuse faute de conception qui continue de se manifester quand on parle de la génétique. On a tendance, et on se rappelle, les grands moments, lorsque l'on a trouvé, grâce aux méthodes mises en œuvre par Lou Kunkel, le gène de la myopathie. Auparavant, on avait trouvé le gène de la drépanocytose, puisqu'on est ici dans un des hauts lieux des neurosciences. La découverte du gène de la chorée de Huntington a été un moment très important. Il y a des gènes de maladie, voilà. Et on continue de dire qu'il y a des gènes de maladie. Puisqu'il y a des gènes de maladie, il y a des gènes de tous les comportements qui semblent génétiquement déterminés, que l'on appelle comme cela. D'emblée, on voit que c'est absurde. Les gènes sont l'objet de la sélection naturelle, qui en règle générale a conservé ce qui ne nuisait pas, et il serait fort étonnant que la sélection naturelle eût conservé des gènes dont la signification était de rendre malade. Et donc l'on voit immédiatement d'entrée de jeu que parler de gènes de maladie ne convient pas. D'où cela vient-il? Et ensuite nous verrons quelles en sont les conséquences. Et je terminerai en essayant de compléter cette réflexion dans un champ qui est plus sociologique, philosophique et politique. Commençons par conséquent par la science et par l'histoire des sciences pour essayer d'une part de rétablir une typologie correcte du gène. Qu'est-ce que c'est qu'un gène réellement? Qu'est-ce qu'il fait? Et pour faire de vous des militants afin de le rétablir, car ça a en réalité une immense importance. Vous savez, les choses, d'une certaine manière, elles sont ce qu'elles sont, mais elles sont également la manière dont on les nomme. Si bien que la manière dont on nomme les choses est nullement indifférente. Nullement indifférente. À l'origine, lorsque le moine Gregor Mendel a fait ses travaux sur les caractères, et notamment les caractères lisses et ridés de ces pois, il ignorait totalement quelle était la nature de ces particules héréditaires qui se transmettaient, transmission dont il a établi les règles. Mais pour lui, c'était, et s'il fallait les appeler, des caractères lisses, des caractères ridés. Lorsque les travaux de Mendel, donc Mendel 1872, ont été redécouvertes au tout début du XXe siècle, Hugo de Vries et deux autres équipes, très rapidement, toute l'équipe de Thomas Hunt Morgan a essayé de déterminer, car la redécouverte des lois de Mendel a fait appel également, les botanistes le savent bien, à la biologie végétale, a essayé par conséquent de déterminer si ces caractères héréditaires
ne se transmettait de la sorte que chez les végétaux, ou était-ce une règle générale du vivant? Et il a commencé de travailler sur la mouche drosophile. Hugo de Vries, dont j'ai parlé, avait proposé une première appellation pour ces particules d'hérédité transmises par les mâles et les femelles lors des croisements. Il les appelait des pangènes. C'était ambigu car cela faisait un peu référence à la pangénèse, qui est une vision totalement erronée de la génétique qui date des Grecs de l'Antiquité et qu'avait repris à son compte, il faut bien dire, Darwin lui-même. C'est le Suédois Willem Johansen qui a proposé de simplifier cela et d'appeler cela gène. Vous savez très bien qu'entre la désignation du gène et la découverte que la molécule qui en était le substratum physique était l'ADN, il s'est écoulé une quarantaine d'années, puisque ce sont les travaux d'Oswald Avery, publiés en 1944, qui, dans une expérience extraordinaire, une des plus belles expériences de toute la biologie, j'espère qu'on vous l'a apprise, a démontré sans aucune confusion possible, sans aucun doute possible, que contrairement à ce que l'on croyait, cette molécule portant les caractères héréditaires n'était pas les protéines, pourtant dotées de maintes vertus, mais était cette substance connue depuis très longtemps, qui avait été découverte dans le pus des blessés infectés, et qui était considérée comme une substance de soutien extrêmement banale, de structure monotone. Monotonie structurale la rendant totalement inapte à porter une information génétique. Donc à partir d'Oswald Avery, on sait que les gènes c'est de l'ADN, et puis ensuite vous connaissez l'histoire. Mais revenons par conséquent à ces expériences de Thomas Hunt Morgan. Sans doute, je crois, le premier mutant sur lequel il travaille, ce sont des mutants de mouches drosophiles dont les yeux ne sont pas rouges, comme ils sont habituellement, mais blancs. Il les appelle white, et le gène devient le gène white. Et puis, les autres caractéristiques phénotypiques observées chez les drosophiles sont appelées ainsi: le gène bithorax, le gène Antennapedia. Si bien que l'habitude, alors, est prise, le nom du gène est le nom du phénotype de ces mutants. L'origine de votre usage actuel, consistant à parler de gène de la myopathie, de gène de la drépanocytose, de gène de la chorée de Huntington, vient aux origines même de la génétique, où, compte tenu des méthodes qui ont été utilisées, il fallait bien les appeler, on les a appelés du nom du phénotype de leur mutant. Les choses se sont consolidées en quelque sorte avec les travaux de Müller. Müller, qui a travaillé beaucoup avec Thomas Hunt Morgan, tous les deux ont eu le prix Nobel, vous savez, a reproduit des phénotypes en utilisant de la mutagénèse chimique chez la drosophile. Et l'interprétation, les gènes, comme vous le savez, ont été vus dans les chromosomes polytènes de la drosophile. Les gènes ont été vus, sans doute, l'amplification de ces zones correspondantes aux gènes actifs a été observée dans ces chromosomes polytènes des glandes drosophiles. Donc Müller a muté le gène white faisant apparaître les yeux blancs, a muté le gène vestigial faisant apparaître ces anomalies des ailes de la drosophile, etc., etc. D'ailleurs, à ce stade, observez quelque chose qui est singulier et qui vous montre l'extraordinaire confusion. Souvent, les grands scientifiques n'ont pas de mémoire. Et nous nous rappelons que lorsque l'on a commencé vraiment à maîtriser la génomique fonctionnelle, et notamment à faire de la mutagénèse ciblée par recombinaison homologue, on a fait apparaître des phénotypes. Et la proposition de termes
était à l'époque, ça a été abandonné heureusement, la génétique inverse. Voilà. On faisait de la génétique inverse parce qu'on créait une mutation d'un gène et on faisait apparaître un phénotype. En réalité, cette génétique inverse n'était pas du tout inverse, c'est la génétique des débuts. La génétique des débuts, c'était cela. La mutagénèse, des ailes vestigiales, des anomalies, pareil d'ailleurs chez les végétaux, puisque les travaux étaient parallèles. Et c'était simplement appliqué aux mammifères, ce qui était la méthode des premiers généticiens. Donc, l'on commence avec une facilité, en quelque sorte, et cette facilité continue d'être utilisée alors même qu'elle commence à structurer dans la pensée des gens une vision qui est fausse. La vision selon laquelle il existe un gène de. Alors, il est relativement facile d'imaginer que, bon voilà, on appelle un gène de la drosophile, un gène de la drépanocytose, le gène dont la mutation entraîne la précipitation de l'hémoglobine à faible concentration en oxygène. Et puis voilà. Mais l'on s'est mis à travailler sur d'autres phénotypes plus compliqués. En particulier, on a commencé à s'intéresser aux phénotypes intervenant sur les comportements neurologiques, les maladies neurologiques, et puis au-delà des maladies neurologiques, sur certains comportements plus complexes. Et l'habitude a été conservée. Après le gène de la chorée de Huntington, lorsqu'il est apparu que certaines anomalies, soit spontanées, soit résultant de la mutagénèse ciblée par recombinaison homologue, entraînaient par exemple une anomalie du comportement exploratoire, ou bien une anxiété particulière, ou au contraire des souris sans peur et sans reproche, ou des souris qui ne montraient plus aucune préférence pour les mâles ou pour les femelles pour s'accoupler. Tout ça, on sait faire. Des mutations qui arrivent à faire en sorte que les femelles ne s'occupent plus de leurs petits. Eh bien, on a parlé du gène de l'homosexualité chez la souris, du gène de l'amour maternel, du gène de l'agressivité, du gène de la curiosité, etc. etc. L'habitude avait été prise et on continue. Ben voilà. D'autant plus que ces méthodes consistaient bien à modifier un gène, observer la modification du phénotype, en l'occurrence la modification d'un comportement relativement complexe, et d'autant plus qu'on avait utilisé cette facilité de langage, en conclure que le gène que l'on étudiait était celui qui commandait le comportement donné. Là, partant d'une communauté de langage dont on comprend tout à fait les origines, on en arrive à une aberration intellectuelle totale. Personne ne pense naturellement qu'il existe un gène particulier qui commande l'amour maternel, qu'il n'existe un autre gène qui commande l'agressivité, un autre gène qui commande la curiosité. C'est totalement absurde. En revanche, les grands spécialistes de la génomique fonctionnelle que vous êtes, lorsqu'on leur demande, lorsque leurs étudiants leur demandent, mais après tout, un gène, qu'est-ce que c'est, sont capables de répondre. Ils vont dire, ben voilà, un gène traditionnel, on va dire, hein, il y a des variations sur un thème, un gène traditionnel, le plus souvent un gène codant des protéines. Est formé d'une séquence d'ADN ou d'ARN chez les virus, qui code une protéine. D'autres gènes vont commander via des modifications régulatrices, via des absences de synthèse, des mutations non-sens, via des modifications post-traductionnelles. On va dire qu'un gène code la quantité ou la qualité d'une protéine. Voilà, un gène code la qualité ou la quantité d'une protéine. Par ailleurs, ces protéines, bien évidemment, interviennent à différents niveaux. Ce sont des catalyseurs, ou bien sont des protéines de structure, ou bien sont des protéines de structure dotées de propriétés catalytiques particulières, des récepteurs, des canaux ioniques ayant des propriétés allostériques, etc., etc. Et par conséquent, on comprend bien que la modification de la qualité ou de la quantité d'une de ces briques
essentiel des cellules vivantes va modifier les propriétés de ces cellules vivantes. Donc un gène code. Qu'est-ce qu'il code? Non pas un comportement, non pas une maladie. Il code, normalement, une protéine qui intervient seule ou dans un conglomérat, dans un ensemble, sur la propriété d'une cellule vivante. Cette propriété n'a aucune chance de se manifester par un comportement complexe. Alors, on comprend bien que lorsqu'une protéine essentielle pour telle ou telle fonction a perdu cette fonction, cela va faire apparaître une maladie, et je vous ai dit, on n'a pas trop de difficultés pour rectifier. Le gène de la myopathie n'est pas un gène qui code la myopathie, c'est un gène qui, quand il ne fonctionne pas, donne la myopathie. Voilà, alors on le précise. Mais ça devient plus complexe, naturellement, lorsque l'on se met à travailler sur cette génétique comportementale. Car en effet, dire qu'un gène commande un comportement amène à ce dont je vais parler plus longuement par la suite, à la notion qui va acquérir une dimension idéologique, sociale et politique, qui est la notion selon laquelle un gène ne commande pas qu'une propriété, mais commande également un destin. Or, en réalité, ce gène qui code une protéine et par conséquent qui intervient dans la fonction d'une cellule va modifier les propriétés d'une cellule ou d'un organisme. Les propriétés d'une cellule ou d'un organisme sont totalement différentes de ce qu'est le destin de cette cellule ou de cet organisme. Bien sûr. L'exemple que je donnais à la journaliste de Sud-Ouest qui m'interviewait tout à l'heure, pour lui fixer des idées, était dans le monde matériel non vivant. Voilà, nous construisons 2 automobiles, à peu près identiques, mais l'une a une tôle extrêmement fine, d'1 millimètre d'épaisseur, pour un gain de poids et donc de vitesse, de vélocité, et l'autre est plutôt genre char d'assaut et une tôle de 5 mm d'épaisseur. La résistance qui en résulte, différentielle, ne dit rien du destin de la voiture. Si aucune d'entre elles ne rentre jamais dans un obstacle, eh bien, elles poursuivront et elles auront un avenir à peu près équivalent. Simplement, en effet, si les circonstances de l'environnement créent pour l'une un obstacle et pour l'autre aussi, alors leur comportement sera, et les conséquences de ce choc seront évidemment totalement différentes pour celle qui est fragile et pour celle qui est résistante. Par conséquent, fondamentalement, les gènes codent des propriétés qui modifient la réactivité aux conditions de l'environnement. Est-ce que cette définition est générale? Car intuitivement, on l'accepte pour les maladies dites complexes, mais il n'empêche qu'on dit, écoutez, on a une mutation du gène du facteur 8, on est hémophile, on a une mutation non-sens ou qui perturbe gravement le gène de la dystrophine, on a une myopathie, on a une anomalie du gène de la Huntington, on va avoir une chorée de Huntington, etc., etc. Et c'est sûr, on sait très bien que la pénétrance, comme on dit, est totale. Alors, y aurait-il une famille de gènes qui correspondent bien à ma proposition et d'autres pas? Non, ma proposition est générale. Un gène ne fait jamais que coder et intervenir dans la réactivité d'un ensemble vivant à son environnement. Seulement, bien évidemment. Dans certains cas, le seul environnement que l'être vivant peut rencontrer est incompatible avec sa fonction. Alors évidemment, un gène qui va créer une anencéphalie, on ne voit pas de circonstances dans lesquelles une anencéphalie ne va pas avoir une conséquence et ne va pas s'exprimer. Mais prenons 2 exemples, j'en ai parlé. Hémophilie et myopathie. Si vous imaginez un environnement que l'on ne saurait connaître pour une durée prolongée, simplement expérimentale, tel que totalement en apesanteur des personnes soit hémophiles, soit myopathes, soit les deux, soit dans une situation telle
que tout choc articulaire, tout choc à proprement parler, toute tension musculaire disparaît. Sans doute, la mutation du facteur 8 et la mutation de la dystrophine ne s'exprimera pas. Simplement, dans l'environnement qu'elles ne peuvent manquer de connaître, en effet, cela entraîne des hémorragies et une dégénérescence musculaire suivie de fibrose musculaire. Bien entendu, il est des cas qui illustrent totalement ce que je vous dis. Ce sont les maladies, les mutations génétiques dont on sait depuis très longtemps qu'elles sont liées à l'environnement. La phénylcétonurie. La phénylcétonurie, si on prend des aliments sans phénylalanine, et c'est les régimes, eh ben, on ne sera pas malade. Le favisme, une forme particulière de déficit en G6PD, si on ne prend pas ces substances, ces aliments oxydants ou bien ces médicaments oxydants, eh bien, les personnes ayant un déficit en G6PD de cet ordre ne feront pas de poussée d'hémolyse aiguë. Cette proposition vaut tout aussi bien pour les comportements, et cela de deux manières. Lorsque vous voyez un phénotype complexe, tel un comportement, personne de sensé ne peut imaginer qu'un comportement dépend de l'action d'un gène. Nous savons qu'on doit avoir, je ne sais pas quel est le dernier chiffre, mais de l'ordre de 21 963 gènes, quelque chose comme ça. Hein. Il y en a à peu près le tiers et un peu plus qui intervient dans le développement et le fonctionnement du système nerveux central. Et par conséquent, tout comportement dépend de plusieurs gènes. À partir du moment où on a un phénotype, où on a un phénomène, une fonction particulière qui est plurigénique, on imagine bien qu'on peut le perturber au niveau de chacun de ces gènes. Pour faire qu'une voiture cesse d'avancer, on peut enlever la tête du delco, crever la durite, je ne sais pas ce qu'on peut faire, mais on peut faire 1000 choses. On ne va pas parler de la panne de l'immobilité de la voiture. Ce serait complètement ridicule, naturellement. Ce qu'on observe, c'est l'immobilité, puis ça peut être dû à vraiment maintes choses. Il est totalement stupide également de conclure du phénotype qui est observé ce qu'est la fonction profonde du gène dont la mutation entraîne ce phénotype. Je vais vous donner un exemple. Je parlais de la phénylcétonurie. Les enfants qui n'ont pas été détectés et qui prennent des aliments normaux ont un retard mental grave. J'en conclus pas que la phénylalanine est l'acide aminé de l'intelligence. C'est absurde. C'est grotesque. De la même manière, imaginons qu'ici, l'air commence à se raréfier, que le CO2 augmente et l'oxygène diminue. Nous serions tous pris d'un état ébrieux, singulier, notre discernement diminuerait et de la même manière, l'oxygène n'est pas le gaz du discernement et de l'intelligence. Simplement, on a besoin de phénylalanine pour que ça fonctionne et on a besoin d'oxygène pour que ça fonctionne aussi. Et en matière de gènes, c'est exactement la même chose. Comment voulez-vous que ce soit en réalité différent ? Lorsque l'on continue à chercher quelles sont les conséquences de cette présentation, on en arrive à certains épisodes qui sont tout à fait récents, qui vont me permettre de faire la transition entre cette introduction avant tout scientifique et également la présentation et la discussion avec vous de ce que sont les conséquences politiques et sociales de cette mauvaise présentation et donc ce qui est aussi votre responsabilité à vous autres généticiens. Responsabilité tout à fait importante. Bien entendu, vous pouvez l'imaginer, les fonctions intégrées supérieures telles que, entre guillemets, car personne ne peut le définir précisément, l'intelligence ont été soumis au même traitement et à la même illusion. Et vous vous rappelez tous, ceux qui vous intéressez à la génétique humaine, de ces deux articles extraordinaires, absolument extravagants,
parus dans Science tous les deux en 2005, dont le dernier auteur était Bruce Lane. Bruce Lane travaillait sur deux gènes, le gène microencéphaline et le gène ASPM. Comme son nom l'indique, la mutation du gène microencéphaline crée une microencéphalie avec un retard mental grave. Et de la même manière, la mutation du gène ASPM crée un petit cerveau avec également un retard mental important. Initialement, les travaux de Bruce Lane consistaient, c'est naïf naturellement comme démarche, consistaient à comparer le génome de chimpanzés et d'hommes pour en déduire quelles étaient les modifications qui pouvaient être responsables, associées à et peut-être responsables de la relativement plus grande intelligence des seconds par rapport aux premiers. Je dis que c'est absurde, naturellement, parce que même si on dit qu'il y a simplement 1% de différence entre le génome de chimpanzés et d'hommes, vu qu'on a 3 milliards de paires de bases, ça fait un certain nombre de dizaines de millions de différences. Et quand on sait qu'une seule mutation donne une phénylcétonurie, un retard mental, n'importe quoi, vous voyez bien que essayer d'établir une corrélation, une fois que vous voyez plusieurs millions de différences entre un phénotype, des capacités et ces différences, c'est absurde. Plus personne n'essaye de le faire, mais ça a été essayé, hein, honnêtement. Bon, donc voyons que c'était difficile, et impossible en réalité. Bruce Lane s'est dit, je vais faire plus simple, je vais comparer les génomes d'ethnies différentes. Et il a publié des articles extraordinaires en montrant qu'il avait pu détecter deux polymorphismes dans la région régulatrice du gène ASPM et du gène microencéphaline. Que l'un de ces polymorphismes était apparu il y a 30 000 ans et que l'autre était apparu il y a 5 000 ans. Et il en concluait que l'évolution et ses manifestations sur le gain de capacité mentale chez l'humain continuaient d'intervenir et qu'il y a 30 000 ans, une mutation était apparue. Or, 30 000 ans, c'est à peu près la période, dit-il, c'est pas vrai en réalité, mais disait-il dans la discussion de ces articles de Science, où est apparue la capacité artistique d'Homo sapiens. Quant à la deuxième mutation, je ne me rappelle plus lequel a muté, quel polymorphisme est apparu il y a 30 000 ans et quel est apparu il y a 5 000 ans. Enfin, le deuxième, contemporain de cette modification importante de la vie des sociétés avec l'urbanisation, la création des premières villes. Or, il ne vous a pas échappé, évidemment, que compte tenu des délais, ces deux mutations sont apparues après que l'homme a quitté l'Afrique. Et la conséquence évidente était que ces anomalies amélioratrices n'étaient retrouvées que chez 10% des Africains, chez 85% des Européens et chez 89% des Asiatiques. Et l'interprétation était, voilà, la raison pour laquelle l'homme qui a quitté l'Afrique est devenu plus intelligent, ce que idéologiquement est évident, et ce dont Bruce Lane, comme beaucoup d'Américains, étaient totalement persuadés depuis bien longtemps, c'était ces modifications amélioratrices de deux gènes dont la mutation crée un retard mental. Moi, je me rappelle... Alors, il y a deux éléments qui sont extraordinaires. Le premier élément, c'est que ces articles étaient publiés dans Science. Et le deuxième, c'est que pendant à peu près 6 mois, on a lu dans la grande presse que des rapports de ces articles, qui étaient des rapports louangeurs. Ensuite, on s'est rendu compte que tout était faux. Je vous le dis d'emblée, tout est faux. Tout est faux. Rien n'est vrai. Bon, mais ces articles ont été publiés. Et ce qui est intéressant, c'est d'abord pourquoi ils ont été publiés. Alors, s'ils ont été publiés, je reviendrai sur ce concept, c'est lié au mécanisme fondamental de la construction des idéologies scientifiques. Qu'est-ce que c'est qu'une idéologie scientifique? Une idéologie scientifique, c'est un préjugé, une croyance préalable
qui utilise le prestige d'une science établie pour renforcer sa conviction. Que les lignages humains sont inégaux, et en particulier chez beaucoup d'Américains, que les Noirs sont tout de même pas exactement aussi développés que les Blancs, c'est une opinion largement partagée. Donc ça, c'est le préjugé antérieur. Si bien que quand la science dit « on a trouvé pourquoi », pas d'hostilité a priori, et même une coupable indulgence. C'est typiquement le phénomène, il faut être extrêmement vigilant par rapport à cela, typiquement le phénomène de construction d'une idéologie scientifique. Alors moi, quand j'ai lu cela, j'ai été totalement effaré. Parce que, évidemment, c'était un article qui indiquait pour quelles raisons les racistes avaient bien raison d'être racistes et de penser que les Noirs étaient bien moins intelligents que les Blancs, vu que les gènes de l'intelligence s'étaient développés après que l'homme a quitté l'Afrique. C'est ça que disaient ces deux articles disaient cela. La communauté mondiale a reçu ça sans moufter, il faut bien dire, au moins pendant 6 mois. Ce qui était aberrant dans ces articles, et qui aurait dû faire en sorte qu'il n'ait jamais été publié. D'abord, c'est que pour les généticiens qui aiment, c'était mon cas dans le temps, maintenant j'ai un peu oublié, puis je m'occupe d'autres choses. Enfin, il fut un temps où je m'y suis intéressé, qui s'intéresse au lot score, etc. C'était pas évident son truc, vraiment c'était pas évident. Et puis en plus, il y avait un présupposé qui là est d'une absurdité grossière, de l'ordre de ce sur quoi j'ai attiré votre attention. Parce que la mutation du gène crée une microcéphalie, on en infère que sans doute c'est un gène qui augmente l'intelligence. Je vous ai dit combien c'était absurde en prenant l'exemple de la phénylalanine et de l'oxygène, mais on pourrait le multiplier à l'envi. Aucun effort n'avait été fait pour corréler des tests psychométriques à ces polymorphismes. Strictement aucun. Et néanmoins, ces articles ont été publiés. Aux conséquences absolument redoutables. Ça veut dire que notre responsabilité collective de généticiens, dans un phénomène qui peut bouleverser l'équilibre mondial, est totalement impliquée. Totalement. Alors en réalité, quand on s'est mis à faire des tests psychométriques, on a vu qu'ils ne se différenciaient en rien selon les polymorphismes, etc. Je vous ai dit, strictement tout était faux. Je vous ai dit que nous avions là un exemple très particulier de manifestation d'une idéologie scientifique. On est tous, bien évidemment, sensibles à cela, parce que nous sommes des scientifiques objectifs, mais nous sommes également des femmes et des hommes, et nous avons été éduqués d'une certaine manière, nous avons nos préjugés, nos opinions, nos parents nous ont inculqué des valeurs, et ça, c'est le fond. Et par conséquent, entre deux résultats scientifiques, celui qui va conforter ce dont nous sommes persuadés et celui qui va totalement bouleverser nos convictions profondes, il y a un résultat qu'on risque d'accepter plus facilement que l'autre. Il faut savoir. Et par conséquent, le mouvement intellectuel amenant à accepter que la science, en effet, confirme ce que l'on croyait savoir auparavant, est un phénomène auquel on n'a pas de raison d'échapper aisément les uns et les autres. Puis surtout, ce mécanisme d'idéologisation de la science biologique, il est pratiquement d'origine. Et il est même antérieur, très antérieur, à la génétique elle-même. Lorsque Charles Darwin a publié de la sélection naturelle, de l'évolution des espèces au moyen de la sélection naturelle, en 1859, il vivait avec un homme à peu près de son âge qui était un philosophe, Herbert Spencer. Herbert Spencer était très caractéristique de la pensée de l'époque, qui est devenue la pensée, on va dire, de la droite anglo-saxonne, extrêmement inégalitariste, extrêmement déterministe. Et lorsque Darwin a proposé que la sélection naturelle
avec comme principe le succès reproductif des êtres se reproduisant le mieux et par conséquent l'élimination progressive des autres, la manière dont Spencer en a rendu compte, c'est la survivance du plus apte. Alors que naturellement, c'est totalement différent. Ou alors, plus apte, c'est uniquement le plus apte à se reproduire. Mais on se reproduit moins bien que les souris et on ne considère pas que les souris soient plus aptes que nous, naturellement. Donc Darwin n'a jamais dit que la sélection naturelle était la survivance du plus apte. Et disant cela, Spencer l'a immédiatement appliqué aux sociétés humaines et notamment à l'Empire britannique. Et évidemment, c'était merveilleux. Si la société humaine n'est, après tout, et elle est cela, c'est vrai, qu'une société d'êtres vivants comme les autres, soumis aux lois de la sélection naturelle, le fait que les plus aptes survivent et l'emportent explique qu'il y ait des inégalités, puisque ce sont ceux qui ont par nature de quoi l'emporter qui l'emportent. Ça explique qu'il y ait des colonisés et des colonisateurs, des hommes blancs et des hommes qui ne le sont pas, les premiers dominant les seconds. Tout cela est expliqué. Et cette transposition idéologique à la société humaine du darwinisme, qui a connu d'ailleurs une autre suite en Allemagne avec un autre philosophe, qui est un autre biologiste, et plus biologiste. Spencer est un philosophe alors que Ernst Haeckel est un biologiste, a créé en fait les bases scientifiques du nazisme. C'est-à-dire que, appliqué aux sociétés humaines, Ernst Haeckel a développé l'idée selon laquelle cette sélection expliquait totalement les différents lignages. Ernst Haeckel a indiqué qu'il y avait moins de différence dans l'évolution entre un singe supérieur et un homme inférieur qu'entre un homme supérieur et un homme inférieur. Voilà, donc vraiment ces bases-là. De la même manière, le cousin de Darwin, Galton, lorsqu'il a proposé la pensée eugéniste, l'a dérivé directement de l'application du darwinisme aux sociétés humaines. Sa pensée a été la suivante: la sélection naturelle agit et améliore les espèces grâce à l'élimination des moins aptes, mais les différents moyens de protection sociale, d'entraide que l'on développe, nuisent à l'efficacité de la sélection naturelle. Et par conséquent, si on n'y prend pas garde, ça va aboutir à l'accumulation des mauvais caractères dans la population. Donc il faut que nos sociétés maintenant informées prennent à leur compte d'essayer de privilégier la reproduction des plus aptes et au contraire de diminuer la reproduction des moins aptes, afin de contrecarrer ce mouvement inverse auquel pourrait aboutir tout le mouvement charitable de protection sociale. Cette idéologisation de la science a connu même son extraordinaire paroxysme avec le nazisme. Je l'ai dit, le nazisme, pour les gens qui s'intéressent un peu à cela, bon, c'est un fascisme, donc la pensée fasciste est née en Italie, vous le savez, mais très spécifique, car contrairement au fascisme, elle se revendique des bases scientifiques biologiques qui est la génétique, celle de Ernst Haeckel, inégalitariste, etc. etc. Bien évidemment, les horreurs auxquelles cela va aboutir pendant la guerre amènent en 1944 à une décélération considérable. Je dis une décélération parce qu'il y a une telle conviction de la légitimité de la pensée eugéniste qu'en France, la société de génétique, jusqu'à la guerre, s'appelle la société d'eugénique. Totalement généralisée. Après-guerre, par conséquent, on commence à séparer les deux, et puis, avec un excès totalement inverse, c'est le grand mouvement de développement de la psychanalyse, bon, ça a commencé avant la guerre, mais qui se développe surtout après-guerre, une dissociation des choses de l'esprit, des choses de la matérialité du cerveau, tout ce qui est aussi dans son excès totalement contestable. Mais bien entendu, le balancier
ne reste pas d'un côté excessif de son mouvement. Il revient et il reste rarement à l'équilibre. Et pour vous montrer que, après cet émoi provoqué par les horreurs de l'excès du déterminisme génétique tel que matérialisé par le nazisme, je vais vous raconter une aventure personnelle qui m'est arrivée il y a 3 ou 4 ans de cela. J'étais avec le recteur, l'ancien recteur, Detlef Gantem, que vous connaissez, toi tu dois le connaître, de l'université de la Charité à Berlin, qui est très liée à l'université Paris-Descartes, et nous étions les 2 parrains d'un grand événement médical dont les deux premières moutures se sont déroulées à Berlin et qui devraient se dérouler à Paris, en Australie également, dans différents endroits. On était donc invités à la table de l'ambassadeur d'Allemagne en France. Il y avait beaucoup de gens bien, Detlef et moi naturellement, on était très bien, mais d'autres aussi. Et on demande à Detlef et à moi de commencer, et dans mon propos, je parle de la génétique parce que c'était l'un des sujets, et j'indique qu'il ne faut pas tout de même trop se leurrer sur la possibilité que l'on aura, grâce à la connaissance du génome, de pouvoir développer une médecine prédictive certainement efficace. Et j'indique en particulier, on sait très bien qu'aujourd'hui, à peu près au moins un tiers de la morbidité est liée aux conduites à risque, conduites sexuelles, conduites alimentaires, drogue, alcoolisme, suicide, etc., etc. Et non pas des déterminants génétiques. Et on continue à faire tourner la parole, après cette introduction par Gantem et par moi-même. Et la parole vient à Nicolas Bavrez, qui avait été invité. Nicolas Bavrez est un essayiste de pensée libérale. Et il dit, j'ai bien entendu ce qu'a dit le professeur Kahn et ses inquiétudes, mais d'après ce que je sais, ce que m'ont affirmé les généticiens, il a tort de s'inquiéter. Aujourd'hui, faire le génome, arriver à séquencer le génome humain, continue à être cher. C'est de l'ordre de 50 000 $. Mais on sait très bien que dans quelques années, ça sera de l'ordre de 2 000 $, 1 000 $. Et puis, certains envisagent le moment où l'on pourra séquencer le génome total pour 100 ou 200 $. Je ne sais pas si on arrivera là, mais à 1 000 ou à 2 000 $, c'est vrai. Et à ce moment-là, grâce à la progression des connaissances que l'on aura fait, à l'informatique, l'on aura accès par conséquent au génome de chacun. Et donc le professeur Kahn ne s'inquiète pas. L'on saura ceux qui sont appelés à connaître ses comportements déviants, à boire, à se droguer, à avoir la tendance au suicide. Nicolas Bavrez, informé par ses amis généticiens, était totalement persuadé effectivement que, comme Watson et Crick l'avaient présenté lorsqu'on a lancé le programme Génome humain, le génome humain est le grand livre de l'homme. Le livre sur lequel est marqué le destin de l'homme. Et ça, c'était en 2009 ou 2010. Donc, très loin de ces origines dont je vous ai parlé. Essayons maintenant de rebondir sur cet épisode que je vous ai conté avec Nicolas Bavrez et essayons d'en comprendre encore mieux que je l'ai fait jusqu'à présent, les origines peut-être même plus anciennes que l'idéologisation de la théorie de l'évolution au XIXe siècle, et également la raison pour laquelle ça reste absurde. Alors commençons par le plus simple, la médecine prédictive. La médecine prédictive est tout à fait intéressante. On sait très bien que dans certains cas, elle est d'utilisation peu importante au niveau individuel. Si une personne sait qu'au lieu d'avoir une chance sur 50 d'être malade, elle a une chance sur 10, en réalité pour elle c'est une non-information, puisque nous avons tendance les uns ou les autres à vouloir savoir si on sera malade ou pas. Vraiment, c'est tout.
Mais dans certains cas, il n'y a pas de doute non plus que certaines des indications seront beaucoup plus solides, beaucoup plus sérieuses, beaucoup plus robustes. Cela étant dit, quelles seront les conséquences en termes de santé de ces indications? Alors, pour répondre, il faut regarder un peu ce que l'on connaît. Aujourd'hui, tout le monde le sait, il n'y a vraiment aucun doute. Fumer donne le cancer des bronches, le cancer de la vessie, l'athérosclérose, l'impuissance, l'infarctus du myocarde, et en plus des dents toutes jaunes et pas belles, une mauvaise haleine, donc c'est pas chouette. Et ça, c'est une certitude, il n'y a vraiment aucun problème. Qu'est-ce qu'on a du mal à faire reculer le tabac? Qu'est-ce qu'on a du mal? On sait qu'on est complètement débile de se mettre au soleil, vu que ça augmente considérablement les risques de mélanome. N'empêche, je suis sûr qu'au bord du lac d'Arcachon, ou bien à Soulac, ou bien sur les plages landaises, dès qu'il fera beau, les dames et les messieurs, vous ne resterez pas totalement couverts. Alors, vous mettrez tout plein de pommades diverses, mais enfin, il n'empêche que vous serez irradié, vous formerez des dimères de pyrimidine et que vous muterez allègrement votre peau. Voilà. Tout cela me raconte une histoire drôle que j'ai entendue dans le temps et que je transpose. Alors, je ne vais vous raconter que ma transposition. J'imagine, moi qui suis, vous voyez, très conscient et généticien, j'imagine qu'un malade vienne me voir et il m'apporte son génome. Donc, je prends son génome, il m'apporte une clé USB, je mets la clé USB dans ma machine, ça mouline, et là, toutes les prédispositions commencent. Et puis, je le revois une semaine après que j'ai traité véritablement cette information. Et je lui dis, écoutez, monsieur, c'est très intéressant, j'ai lu vraiment votre génome, donc je vais vous donner des conseils de vie, c'est tout à fait important. Vous avez une anomalie du métabolisme des lipides, des lipoprotéines, vous avez certainement un plus grand risque de faire une athérosclérose que d'autres, et donc, comme régime alimentaire, le poireau bouilli, sans beurre si possible, le foie gras vous oubliez naturellement, mais là ça ira bien, il n'y a pas de problème. Bouillon de légumes avec, ça accommodera. Votre sensibilité aux maladies sexuellement transmissibles est vraiment très grande, donc sortez couvert uniquement, en toutes circonstances. Et puis, vos systèmes de réparation des dimères de pyrimidine dans la peau sont anormaux. Vous avez une isoforme de faible efficacité, donc ne vous découvrez jamais. Prenez une ombrelle, vraiment, faites vraiment très attention à tout cela. Et je continue en lui indiquant ce qu'il doit faire pour éviter ces susceptibilités. Et alors j'imagine cet homme plein d'espoir, me disant, écoutez, professeur Kahn, c'est drôlement bien que je vous ai rencontré, hein, parce que vous vous rendez compte, j'ignorais tout ça. Et alors, je vais faire tout ce que vous m'avez dit, je vais vivre vieux longtemps en bonne santé. Et moi, comme je suis un homme extrêmement lucide et très franc, je lui répondrai, vous savez, monsieur, ça je ne sais pas, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la vie vous semblera longue. Donc, pour tout dire, et pour rester plus sérieux, il y a une très grande incertitude sur les conséquences en termes de santé d'une multiplication des déterminants relatifs génétiques en termes de santé. Alors, ça n'est pas du tout jeter l'opprobre, naturellement, sur la médecine prédictive, mais simplement demander de savoir raison garder, vraiment, par rapport à cela. Maintenant, l'autre conviction véhiculée par l'intervention de Nicolas Bavrez, c'est-à-dire les gènes commandent un destin. D'abord, il n'est pas le seul à avoir cette conviction. Je vous rappelle la fameuse polémique entre Michel Onfray et le candidat, il n'était pas élu à l'époque, Nicolas Sarkozy, à propos de la génétique, de la pédophilie, de la tendance au suicide. L'un indiquant, dans la vieille tradition d'ailleurs de la pensée de gauche, que les gènes n'étaient pour rien et que seule la malfaisance de la société expliquait tout cela, et l'autre, suivant la tradition de la pensée de la vieille droite, indiquant que la société n'y était absolument pour rien et que seule la mauvaise nature des personnes en était responsable. Alors, vous et moi, on sait très bien qu'ils avaient tous les deux tort, naturellement.
évidemment que les gènes, que la matérialité, que les propriétés de notre cerveau en particulier intervient dans ce que nous sommes, la manière dont nous réagissons. D'un autre côté, nous savons très bien également que le milieu joue un rôle très fondamental. Une très belle démonstration de cela, et celle-là a été confirmée, c'est la suite, je ne sais pas si vous avez connu les conséquences et les résultats de cette recherche, de cet article qui date d'il y a 28 ans à peu près, qui avait montré dans une famille hollandaise au départ qu'il y avait une corrélation entre une mutation du gène de la monoamine oxydase A, MAOA, le gène MAOA est porté par le chromosome X, et des comportements déviants d'agressivité sexuelle. C'est-à-dire dans cette famille, ceux qui avaient, alors c'était des messieurs, et donc ils ont un seul X, et donc ils étaient hémizygotes pour une mutation nulle MAOA, donc ils n'avaient pas du tout de monoamine oxydase A, et donc leur monoamine était élevée dans le cerveau, avait un comportement déviant incontestable, quand on regardait, vraiment incontestable. À partir de cela, alors évidemment les grands titres, on a trouvé le gène de l'agressivité sexuelle, etc. Et puis, les travaux ultérieurs ont eu beaucoup de difficultés à confirmer cela dans d'autres familles. Et on connaît des isoformes MAOA à haute et à faible activité, c'est-à-dire entraînant des taux de monoamine faibles ou hauts, inverse. Jusqu'au jour où, il y a une dizaine d'années, est paru dans Science aussi, je crois, un article extrêmement passionnant, qui est un article à double entrée sur les déterminants qui vont jouer un rôle dans le comportement délinquant d'un jeune adulte, et notamment délinquant sexuel. Il y a un élément lié à l'environnement qui est très connu depuis très longtemps, c'est-à-dire que les enfants maltraités sont malheureusement souvent des adultes maltraitants. Et donc, un des déterminants fondamentaux, c'est d'avoir été soi-même un enfant maltraité. Et puis par conséquent, ce deuxième déterminant génétique, celui-là, avoir hérité d'une isoforme à activité élevée ou basse de monoamine oxydase. Le résultat de cette étude, confirmé par 3 ou 4 autres études par la suite, donc ça c'est validé, le résultat de cette étude a été que chez les enfants ayant eu une enfance normale, n'ayant pas été du tout maltraités, il ne semble pas y avoir de différence statistique dans la fréquence des comportements déviants selon qu'ils ont hérité d'une isoforme à haute activité ou d'une isoforme à faible activité de monoamine oxydase A. En revanche, chez les enfants qui ont été maltraités, d'après cette étude, avoir hérité d'une isoforme à basse activité augmente de 3 à 5 fois la fréquence avec laquelle ces jeunes sont des délinquants et sont eux-mêmes des adultes maltraitants. La conclusion est très claire, et que cette mutation, là où cette particularité génétique, est nullement un gène de violence, et nullement la démonstration qu'il y a un gène qui gouverne cette agressivité. En revanche, et vous vous ramenez à la définition que je vous ai donnée des gènes, c'est un gène qui augmente le caractère pathogénique d'avoir été maltraité dans son enfance. C'est-à-dire que les conséquences psychiques de la maltraitance dans l'enfance sont accrues chez ceux qui ont cette fragilité particulière d'avoir un gène de MAOA codant une isoforme de basse activité. Et il y a fort à parier que ce que je dis là, et ça a été démontré dans quelques autres cas, ce que je dis là est totalement général. Pourquoi alors, face à cette évidence, à ce que le bon sens permet de dire, en est-on réarrivé aujourd'hui, alors qu'est engagée la deuxième décennie du XXIe siècle, à la reviviscence, très générale quand même, dans l'opinion publique, dans le grand public, chez les hommes politiques, de cette idée selon laquelle, profondément, le génome, c'est le destin, avec des manifestations multiples. Je terminerai par les manifestations et je vais vous donner l'origine.
c'est sans doute, ça c'est une analyse que je fais, mais c'est sans doute qu'il y a une extraordinaire résonance entre les bases conceptuelles de la pensée libérale et ce déterminisme génétique. C'est quoi les bases de la pensée libérale? L'histoire du libéralisme peut être fondée sur une déclaration d'un Anglais, Bernard Mandeville, en 1750, qui dit « Les vices privés font les vertus publiques ». Puis ensuite développée par Adam Smith. Et l'idée fondamentale, c'est que la réelle nature de l'homme, est d'être un être intelligent, utilisant son intelligence pour optimiser son intérêt et maximiser ses plaisirs. Vision très pessimiste, dérivée de la philosophie de David Hume, un Anglais, très pessimiste de l'humanité. Et néanmoins, à partir du moment où on a cette vision anthropologique de l'homme, l'idée selon laquelle que c'est avec ça qu'il faut créer les sociétés. Et donc la société libérale est une société qui est basée sur la compétition entre ces êtres cupides et égoïstes, à la recherche de leur plaisir. Et on ne peut pas créer une autre société car elle serait avec un être qui n'existe pas. Il est comme ça. Mais néanmoins, comme le livre de 1767 d'Adam Smith, que l'on considère comme en règle générale le premier livre du libéralisme économique, s'appelle « De la prospérité des nations », il faut que cet égoïsme, que ces vices privés, aboutissent effectivement à la prospérité des nations et aux vertus publiques. Le mécanisme de cette compétition, c'est que les êtres sont dotés de capacités différentes les unes des autres, que si on les met en compétition, ceux qui ont les meilleures capacités vont l'emporter, donc leurs performances vont s'accroître, et tout le monde en bénéficiera. Quand Darwin, après son voyage à travers le monde sur le Beagle, a essayé d'interpréter la montagne de résultats, on sait que sa source d'inspiration principale, ça a été Thomas Malthus. Mais il se pourrait qu'une autre source d'inspiration a été la pensée libérale. C'est-à-dire que la compétition entre les êtres amène au succès des mieux dotés, réellement. Et à l'inverse, je vous l'ai dit, la pensée darwinienne a immédiatement été appliquée à la société humaine, amenant par conséquent à proposer que la modalité d'organisation libérale de la société était la modalité naturelle, celle qui correspondait à la nature humaine, et que l'on ne pouvait par conséquent réellement contester, car elle était réellement de nature. Ainsi était la nature humaine. Et c'était elle qui correspondait au mieux au mécanisme de l'évolution naturelle. Lorsque la génétique est apparue, la tendance et la pente étaient extrêmement prononcées pour penser que l'on avait trouvé quelle était la base de ces dons différentiels sur le fondement desquels se faisait cette rivalité, telle que les mieux doués l'emportent et les moins doués ne l'emportent pas. Et donc, évidemment, il y a une cohérence naturelle, cohérence entre le libéralisme, puis, alors, cohérence entre le libéralisme, la pensée philosophique de David Hume, cohérence avec le darwinisme, bien évidemment, et cohérence avec la génétique, les caractères qui fondent les dons. Et on en arrive à la conviction de Nicolas Bavrez, profondément, les gènes commandent un destin, et le destin de ceux qui, éventuellement, vont l'emporter. Ça a été en cohérence également avec une partie de la pensée protestante des pays anglo-saxons, puisque la grande différence entre la pensée catholique et la pensée protestante, c'est la prédestination. Et que, autant pour un catholique, selon lequel il faut que, par leurs actions, les hommes témoignent de leur vertu, car ils seront jugés en fonction de cela au jour du jugement dernier, qui est totalement incompatible avec un déterminisme génétique des qualités humaines. Parce qu'évidemment, Dieu serait parfaitement inique s'il jugeait les personnes pour un comportement qui était génétiquement déterminé, alors que c'était lui, Dieu, qui leur avait donné leur gène. Honnêtement, Dieu n'est pas aussi injuste. En revanche,
la pensée, la prédestination protestante est aussi compatible avec cela. Après tout, pourquoi la grâce des individus, une grâce qui est donnée, qui ne peut pas être acquise par les actes, qui est donnée, pourquoi ne se manifesterait-elle pas par l'intermédiaire des gènes? Et c'est là l'explication d'un phénomène historique qui n'a aucune exception, qui est l'eugénisme s'est répandu dans les pays protestants et jamais dans aucun pays catholique. Jamais. Et cela est vrai également des États du Canada, dont certains sont protestants et certains sont catholiques. Un autre élément également, c'est que dans l'histoire, cette pensée, celle d'Adam Smith, celle de Montesquieu, celle de l'Angleterre à la phase de l'industrialisation, de l'Europe en règle générale, a été en fait, dans cette Europe-là en tout cas, beaucoup plus dirigée par des gouvernants qui se réclamaient de la pensée libérale que par des gouvernants se réclamant d'une pensée, on va dire au sens large du terme, socialiste. Si bien que pour un gouvernant, un autre élément, c'est que lorsqu'il observe la dureté de la vie, les comportements déviants, sociaux ou individuels, il est autrement facile de penser que c'est là la manifestation de la sauvagerie intrinsèque de certains êtres qui ont par nature hérité de ces mauvaises caractéristiques, plutôt que de s'imaginer que c'est la conséquence de leurs erreurs de gouvernance, de la dureté de la société qu'ils ont imposée. Et par conséquent, c'est une pensée déterministe qui est extraordinairement déculpabilisante. Ce que je vous dis n'est pas historique, hein, c'est le monde actuel. Je veux dire, comment peut-on expliquer, par exemple, cette grande polémique sur l'évidence d'une détection extrêmement précoce des caractéristiques comportementales? Comment expliquer cette idée selon laquelle il y a sûrement une solution biologique à toutes ces anomalies que l'on observe, si ce n'est cette conviction profonde que manifestait le candidat Nicolas Sarkozy, c'est que la nature explique cela et la culture extraordinairement peu, vraiment pour la marge. La conséquence de tout cela, bien évidemment, c'est que ça ne sert à rien d'investir beaucoup dans des plans sociaux qui sont destinés à modifier la structure de l'environnement humain au contact desquels pourraient se développer ces mauvais penchants, et il suffit de développer des moyens nous permettant de se protéger de la mauvaise nature. La vidéosurveillance, les escouades de policiers partout, parce que lorsque l'on est face à un tigre, on ne va pas essayer d'humaniser le tigre, on se défend contre le tigre, bien entendu. Une autre conséquence de cette pensée, qui est vraiment la pensée très dominante aujourd'hui, et nous autres généticiens, nous avons notre part de responsabilité, c'est l'évolution des idées sur la filiation. Nous savons que l'on a des enfants par le cœur et par le sang. En règle générale, nos enfants sont des enfants par le sang, par les gènes, et nous les aimons, et ils sont par l'un et par l'autre. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Lorsque Jules César tombe sous les coups de Brutus, tu quoquim fili, Brutus est un fils adoptif, et il ne fait pas la différence entre ce fils adoptif et un fils. Moi, j'ai vécu en Afrique, j'étais médecin-chef d'une préfecture en Afrique pendant près de 2 ans. Et compte tenu de l'extraordinaire mortalité féminine, les mères qui adoptaient les enfants orphelins ne faisaient aucune différence entre leur propre progéniture et ses enfants. Donc ça n'a pas toujours existé comme cela. Et cette conviction profonde que la filiation humaine par le cœur et par le sang ne pouvait pas être réductible à sa dimension biologique qui existe naturellement, a abouti à ce que dans la discussion de la première loi de bioéthique, j'ai participé, j'étais commissaire du gouvernement pour cette loi de bioéthique en 1992, un article de loi indique qu'en matière de filiation, pour établir une paternité par exemple, la saisine d'un juge est totalement indispensable et que tout élément génétique qui ne procéderait pas d'une procédure suivant cette règle serait non valable et ne pourrait pas être à la base d'une dénonciation de paternité. C'est de telle sorte que l'on n'indique pas la filiation, une filiation qui depuis 15 ans, 20 ans est socialement reconnue
cet enfant aime son père, ce père aimait cet enfant. Il ne doit pas être soumis à la découverte 20 ans après de l'infortune, ou 15 ans après, si l'enfant a 20 ans, peut-être c'est moins important, 15 ans après, l'infortune passagère de cet homme. Tout ça, c'est valable à une condition, évidemment. C'est que dans les caractéristiques d'un enfant, il y ait des caractéristiques héréditaires, et il y a incontestablement, y compris comportementales, mais qu'il y a des caractéristiques également liées aux valeurs, à l'éducation, à cette conséquence de l'amour partagé de l'homme et de la femme pour cet enfant. Si on est persuadé que tout cela, en réalité, est inconséquent, et que fondamentalement, le destin de l'enfant ne dépend pas de la manière dont il est aimé et élevé, mais dépend de son destin génétique, alors en effet, la seule filiation qui persiste est la filiation par les gènes. L'amendement Mariani est totalement basé sur cette conviction profonde. La seule famille acceptable dont on va autoriser le regroupement est la famille qui est génétiquement prouvée. Profondément, il faut se rendre compte, car souvent on ne se rend pas compte, que la société dans laquelle on vit, en réalité, est profondément impactée par évidemment notre science, la génétique, par des éléments qui ne dépendent pas de nous, qui est ce phénomène de construction d'une idéologie scientifique, mais aussi par des erreurs dont nous sommes responsables, des erreurs de présentation dont nous continuons d'être responsables, ne serait-ce que dans notre désignation des gènes. Nous avons une part de responsabilité qui est extrêmement importante. Il faut que nous en prenions, je crois, conscience. Pour terminer, je vais revenir à des temps philosophiques très anciens. Socrate nous a enjoint de nous connaître nous-mêmes. Connais-toi toi-même. Ne sommes-nous pas à un temps où un nombre croissant de décideurs et de citoyennes et de citoyens sont convaincus que le génome humain est la réalité profonde de l'être et que qui connaît le génome humain connaît mieux l'être que l'être lui-même qui s'est analysé. Et que par conséquent, la seule manière de répondre à l'injonction socratique serait de faire séquencer son génome. Je ne suis pas sûr que ce soit un progrès. Merci. Tu vois que je n'ai pas besoin de diapos. Et questions dans la salle? Merci Axel de nous avoir enrichis de la sorte avec cette conférence. J'aurais voulu poser une question relative à un colloque auquel j'étais invité avec des philosophes, dans lequel justement la question était défendue que la connaissance du génome modifie la définition de l'homme. Je voudrais savoir comment on peut interpréter cette chose-là, et où le risque de la connaissance du génome vis-à-vis de nos assureurs ou de nos employeurs pouvait nous faire courir. Et moi, je défendais l'idée qu'il était beaucoup plus intéressant pour un employeur ou un assureur d'avoir, par exemple, pour un homme de mon âge, la connaissance de mon taux de PSA, et d'autres éléments. Encore que le taux de PSA, c'est pas sûr. Et encore que c'est pas sûr. Et encore que c'est pas sûr. Mais bon, on va pas donner les détails sur ce qui est beaucoup plus précieux qu'un taux de PSA pour faire un diagnostic. Ou par exemple une épreuve d'effort en cardiologie plutôt que la connaissance du génome. Et je me suis fait quelque peu vilipender, en particulier par le philosophe de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, que vous connaissez certainement, en ce sens que j'étais vraiment complètement vieux jeu, arriéré, et que le danger était de la connaissance du génome par nos employeurs et nos assureurs. Je passe sur les autres, peut-être nos femmes et nos enfants aussi d'ailleurs. Alors, deux éléments de réponse. Premièrement, tu as raison. Dans le mouvement
qui a des côtés sympathiques, évidemment, profondément anti-humaniste, mais qui a des côtés sympathiques, est le mouvement de la libération animale. L'un des arguments qui a été mis en avant, c'est de dire, voyez, il est totalement absurde de séparer les humains et les non-humains, parce que d'un point de vue génétique, il y a même beaucoup plus de similitudes entre le chimpanzé et l'homme qu'entre le chimpanzé et la souris. Pourquoi vous mettez le chimpanzé et la souris dans une même catégorie? Il faudrait mieux mettre tous les singes supérieurs et les humains dans une catégorie. Ils ont plus de 97% de similitudes génétiques, 96, je prends le rang autant 96 jusqu'à 98,5% de similitudes génétiques, encore qu'il y a des inversions. Enfin, c'est plus compliqué que ça. Mais et il y a aujourd'hui, par conséquent, un mouvement relativement important qui demande d'étendre le champ des droits de l'homme aux humanoïdes, aux grands singes. Alors, c'est sympathique, je veux dire, pourquoi pas. Cela étant dit, il y a une différence relativement importante entre le chimpanzé et nous. Il y a beaucoup de similitudes, c'est vrai. Mais il y a même une différence extrêmement importante. C'est que nous, on connaît ça et on est responsable, notamment de la protection du chimpanzé et de nous-mêmes, alors que le chimpanzé n'est responsable ni de nous ni de lui. Et que quelle que soit la similitude et la non-similitude, il reste que dans l'échelle des êtres vivants, il y a ceux qui ont un niveau de responsabilité qui peut les amener à se créer un devoir, et puis les autres. Et dire que les mêmes règles s'appliquent aux uns et aux autres, je veux bien, mais c'est un peu artificiel. Si l'on veut protéger le chimpanzé, la seule possibilité n'est pas de dire que le chimpanzé a des droits, c'est de dire que nous, on a le devoir de protéger le chimpanzé compte tenu de sa proximité, ce qui n'est pas exactement la même chose. Le devoir réciproque ne peut pas être proposé. Donc les gens pensent un peu court des fois. Pour l'autre élément, il y a tout de même un petit souci. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as tout à fait raison, aujourd'hui, la génétique n'est pas d'un intérêt considérable dans l'assurance, mais on ne peut pas supposer que ce sera toujours vrai. Au niveau individuel, ça ne le sera pas, mais pour un assureur, d'un point de vue mécanique économique, ce qui est extrêmement intéressant, c'est de pouvoir ranger les individus dans des catégories de risques avec des tarifs de police d'assurance différenciés. Et même si une prédisposition n'est que relative, d'un point de vue purement statistique, ça va être relativement efficace. Et c'est tellement vrai qu'en réalité, c'est un mouvement qui est pratiquement inéluctable. Pour quelle raison? C'est que la loi française interdit encore de moduler le calcul des primes d'assurance sur la base des tests génétiques, mais en même temps, il y a une loi qui est générale qui indique qu'un contrat d'assurance devient caduc si l'assuré a masqué à l'assureur ce qu'il connaissait de lui-même. C'est-à-dire que du jour où un nombre croissant de personnes connaîtront des prédispositions génétiques les concernant, que l'assurance n'aura pas demandé, alors s'il les masque, il les cache à l'assurance et que cela se sache, ils ne seront pas protégés, ils ne seront pas couverts. Un autre élément, c'est les assureurs l'ont très bien décrit, ils le savent, c'est ce qu'on appelle la contre-sélection. Imaginons que dans le monde, il existe des assureurs et des pays vertueux, la France par exemple, et puis d'autres, et l'Angleterre a dit par exemple que jamais elle n'interdirait cela, hein, et d'autres qui ne le sont pas, la Hollande pareil, qui ne le sont pas. Internet aujourd'hui, on est à une phase de mondialisation. On voit très bien, avec la multiplication des connaissances individuelles d'éléments génétiques, que ceux qui ont plutôt hérité de l'eau favorable à la grande loterie de l'hérédité auront tendance à aller vers l'assureur quand tient compte pour leur proposer des contrats les plus avantageux que les autres. Alors que ceux qui, au contraire, ont accumulé les mauvais risques iront vers les vertueux. Les vertueux feront faillite et les autres prospéreront. Si bien que le phénomène, la dynamique du phénomène, amenant à la généralisation de l'utilisation de ces données, est sans doute inéluctable. En fait, la seule possibilité pour l'éviter,
c'est de se dire que pour bien vivre ensemble, il faut maintenir une protection non pas équitable mais égalitaire, type sécurité sociale, pour couvrir une partie importante des frais. Parce que pour ce qui est de l'assurance individuelle, dont la base est l'équité et non pas l'égalité, il est relativement, je crois, incontournable qu'à mesure que la génétique sera utile, elle soit utilisée. Et en effet, c'est un problème majeur parce qu'on voit très bien que l'on part d'une notion un peu théorique des droits de l'homme. Tous les hommes naissent et demeurent égaux en dignité et en droit, qui pourrait s'énoncer demain d'une manière différente, qui serait tous les hommes naissent et demeurent inégaux en fonction de la qualité de leur gène. À vous de choisir, après tout. Il y a une question génétique extrêmement simple que j'ai suggérée, et qui est celle de la question de Knock. Finalement, à quel âge est mort votre père? Il demande à son malade. C'est de la génétique, ça lui donne une information irremplaçable, surtout quand son patient lui répond à 52 ans. Ah, si vieux que ça! Oui, naturellement, mais de toute façon, ça fait très longtemps qu'on fait des éléments génétiques. Quelles sont les maladies de vos parents? Étaient-ils hypertendus? Avaient-ils de l'athérosclérose, etc., etc. Ça fait bien longtemps que ce qu'on appelle l'anamnèse familiale pour les médecins, vous connaissez, c'est de la génétique. Une très courte question. Où se place l'épigénétique? Alors, c'est-à-dire la modification. Alors, l'épigénétique, c'est un phénomène qui est absolument passionnant parce que on ne comprend rien au fonctionnement du génome aujourd'hui, naturellement, si on ne fait pas intervenir le codage des gènes et également la modification de la signification du codage des gènes par les modifications épigénétiques. Et le fait que certaines de ces modifications épigénétiques soient elles-mêmes transmissibles sur plusieurs générations, qui est un fait maintenant bien déterminé, a amené, vous savez, il y a toujours des excès dans l'exposé, a amené à indiquer qu'après tout, Darwin avait sans doute tort et que Lamarck avait raison, puisque les modifications épigénétiques répondent à l'acquis et que l'acquis est transmissible, c'est du lamarckisme et non pas du darwinisme. Bon, quand on regarde dans le fond, il n'en est rien, c'est-à-dire que aujourd'hui le paysage reste un paysage pour l'essentiel fondé sur, on va dire, le néo-darwinisme, c'est-à-dire le darwinisme avec la génétique, avec cet élément qui est tout à fait important, c'est qu'il y a une gamme beaucoup plus importante qu'on ne le croyait, qui est liée au fait qu'un gène code pour plusieurs protéines, que les protéines sont modifiées par des modifications post-traductionnelles innombrables, et que par ailleurs les gènes eux-mêmes connaissent des modifications en fonction de l'environnement, par exemple de l'environnement in utero ou de l'environnement lié à l'alimentation d'autres, et peut-être également de l'environnement psychique, et que cela peut se transmettre sur quelques générations. Mais quand on regarde les mécanismes fondamentaux de la spéciation, etc., c'est une variation sur un thème. Je ne crois pas que cela permette de remettre en cause fondamentalement le dogme central. Ça l'enrichit certainement. Dans la salle, là, s'ils veulent... Ah bon? Non, c'est pas possible. Ah ben, je suis désolé. Alors voilà. Vous voyez, l'inégalité est partout. Voilà. S'il y a des questions ici, il faut vous déplacer dans l'amphi et je vous passe le micro. Voilà. Bon, ben écoutez, merci en tout cas de votre accueil et bravo pour votre journée.